Je m'appelle Sandy, j'ai 29 ans, j'étais militaire. J'ai fait secrétaire du commandant de base. J'étais à 1800 missions. Pour moi, j'aspirais à plus. J'habite à Bali depuis maintenant 2 mois. J'avais vraiment envie d'essayer autre chose. Mais quand j'étais à l'armée, j'avais pas envie d'être là-bas. Et en fait, je me suis dit, waouh, déclic. J'étais en gifting avec Nixa et j'ai fait 4003. Après la période de Black Friday et Noël, le temps passe trop vite. Quand on veut, on peut. Je conseille à tout le monde de prendre des risques dans la vie. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver à Bali. C'est un truc de fou. Avec Sandy, une de mes anciennes élèves qui a un parcours de fou. Vous allez voir, vraiment, elle est passée du tout au tout. Enfin, vraiment, elle a complètement changé de vie. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et après, on va plus détailler. Avec plaisir. Je m'appelle Sandy, j'ai 29 ans, j'habite à Bali du coup depuis maintenant 2 mois. Donc mon objectif ça a été de m'expatrier après m'être lancée en UGC il y a presque maintenant bientôt 2 ans. Donc plein de projets et vraiment focus à fond dans tout ce qui est UGC. Tellement contente de retrouver Tuan qui ça faisait a entre guillemets changé ma vie. Un an et demi. Je pense qu'on s'était pas vu, on s'était vu à un event à Paris. C'est ça. Trop bien. Du coup, c'était quoi ta vie en France? T'habitais où? Tu faisais quoi? Et auparavant j'habitais à Tours, j'étais militaire, j'ai fait 4 ans. Trop bien. Mais tu faisais quoi du coup en tant que militaire? J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait secrétaire du commandant de base pendant quelques mois. Après, j'ai fait des finances, du budget, etc. pour toute la partie base aérienne, base de défense, tout ça. Enfin, vraiment, c'était un regroupement de plein de choses. Et à la fin, j'étais dans la section élève pilote, de la gestion de dossiers, de secrétariat, etc. Et t'étais à Tours du coup? Ouais, j'étais basée à Tours. J'avais réussi à rester sur Tours avec mes concours et puis surtout mes grades. C'était un peu l'objectif. De rester sur Tours parce que j'étais très rattachée à ma famille, donc voilà, je voulais pas forcément partir. Et du coup, est-ce que tu aimais bien ce métier-là? Pourquoi tu as fait ça? Il faut savoir que moi, dans ma vie, je me lasse de tout. J'arrive pas à rester plus de 2 ans salariée quelque part. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Sandy, va à l'armée, tu vas pouvoir potentiellement bouger, faire des missions, voyager. Bon, je passe mes concours, j'ai mes concours. Je fais la première année où là, c'est full formation. Donc du coup, tu bouges et tout, tu apprends plein de trucs. Je prends pas encore conscience vraiment du métier de militaire. La deuxième année, je prends conscience et là, je me dis, ok, c'est bien, mais il me manque un truc. Il me manquait encore un truc, tu vois. Troisième année, gros déclic, je me dis, allez, ça refait comme d'hab, ça me va pas. Et là, en fait, dans ma tête, je me dis, j'ai pas le choix, faut que je trouve un travail pour moi, en fait. Il y a que moi qui va me satisfaire professionnellement, en fait. J'en ai marre d'être toujours au cul de quelqu'un, toujours mendier pour avoir mes vacances, tout ça. Donc, fini. Voilà. C'est fini. Et avant d'être militaire, tu faisais un autre travail? Ouais, rien à voir. J'étais commerciale chez EDF. Ah ouais? Pour les entreprises. Et avant ça, j'étais secrétaire de direction en automobile. Donc, je faisais aussi la vente automobile. Donc, rien à voir. J'ai toujours eu des boulots différents, en fait, parce que j'ai toujours voulu tester des filières différentes. Bien faire plein de trucs, quoi. Exactement. Et ça va te suivre tout le temps, je pense, ça. Trop stylé. En fait, je suis plusieurs... T'es multi-passionnée. Voilà, exactement. Multi-potentiel, je crois. Exactement. Et du coup, t'as fait des études en quoi? J'ai fait un CAP vente et j'ai fait un bac pro ARCU. C'était accueil relations clients-usagers à l'époque, mais je crois que ça a changé de nom maintenant. Et en fait, c'est tout ce qui est dans le domaine du client. En gros, répondre aux besoins des clients. Par exemple, je sais pas, trucs de commerce. Je mettrais pas forcément le marketing dedans, mais c'est plus tout ce qui est en lien direct avec les personnes. Donc du coup, t'avais rien à voir avec le marketing, avec la communication. Rien à voir. Trop bien. Et du coup, t'as grandi dans quel type de famille? Est-ce que c'était des entrepreneurs? Pas du tout. Ah non, moi, mes parents, ça, même encore aujourd'hui, ils comprennent pas ce que je fais. Non, pas du tout. Quand j'étais petite, mon père, il travaillait dans la manutention. Il faisait les chargements et déchargements, il était chef de quai. Après, il a eu un accident, donc il est devenu handicapé, il a arrêté de travailler. Ma mère a repris un peu le flambeau, elle était aide à domicile avec les personnes âgées. Quand mon père a eu son handicap, il a fallu qu'elle survienne un peu plus aux besoins, donc elle s'est mise à son compte. Et elle fait toujours la même chose, mais différemment, en fait, elle gère un peu son emploi de temps, ses clients, etc., prend un peu plus de jeunes. Elle fait plus forcément que de s'occuper des personnes âgées, elle s'occupe principalement des jeunes, donc vraiment rien d'entrepreneuriat. Rien à voir avec ça. Et du coup, tes parents, ils t'ont élevé un petit peu dans quel mindset? Est-ce que c'est eux qui t'ont poussé à faire des études? Non, franchement, mes parents me disaient fais ce qui te plaît, si pour toi ça te va, écoute, fais-le. Enfin, en fait, j'ai toujours été débrouillarde. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été mature, je savais ce que je voulais. Pour moi, l'école, c'était pas fait pour moi. Et mes parents le voyaient bien, non, j'allais à l'école, ça me faisait chier, je faisais tout. Enfin, en gros, je faisais tout mon possible pour me faire virer. Ah, j'étais vraiment, quand j'étais petite, ouais, de ouf. Et mes parents ils le voyaient bien. Donc en fait, on a trouvé un CFA quand j'étais plus jeune. Donc j'avais trouvé un patron. Mes parents m'avaient dit ok, tu vas aller au CFA, trouve-toi ton patron, démerde, va le chercher, tu veux faire ça, fais ça. J'ai trouvé mon patron, nickel, je commençais à avoir de l'argent, c'était en vente. Après, du coup, je suis retournée dans le salariat, j'avais arrêté mes études. Et je me suis dit non, mais en fait, je peux pas faire ça. Mon CAP, quand je l'avais fait en vente, en fait, l'entreprise elle avait fermé. Je me suis retrouvée sans patron. Je voulais pas rester au chômage. Donc je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais toquer à la porte de McDo, on va aller voir. En attendant, j'avais 17 ans et demi, j'étais pas majeure encore. Donc pour trouver un boulot, c'était compliqué. Et du coup, je suis partie chez McDo. Je me suis dit non mais c'est pas possible, je reprends mes études en fait. Je me vois pas faire ça toute ma vie. Je suis retournée en bac, du coup j'ai passé mon bac ARCU. Là je l'ai fait à la poste du coup, après j'avais fait un peu de bancaire, mais ça me plaisait pas spécialement. Ah t'as eu 1000 vies quoi. Ah de ouf. 1000 métiers. En fait mes parents ils me voyaient, ils me disaient c'est bien, t'arrives toujours à trouver des patrons, des travails. Et puis tu sais, même j'accompagnais mes copines chercher leur patron pour leur CAP. Enfin, j'ai toujours été hyper à l'aise avec les gens. Tu vois, jamais timide, je m'en fous du regard des gens, je suis comme ça, enfin tu vois, donc en fait ça m'a toujours aidé à voir ce que je voulais. Trop bien. Et donc du coup, t'étais militaire, est-ce que t'aimais
aimé ce métier-là. Ouais. Pourquoi est-ce que du coup, tu as voulu changer? J'ai été militaire, j'ai aimé ce métier, mais pour moi, j'aspirais à plus. Par exemple, la paye, elle tombe à la fin du mois, enfin, elle tombe, je sais pas, le 10 du mois, flemme d'être à découvert le 20, tu vois. Ah, parce que du Donc, coup, t'étais payé combien? Enfin, t'étais pas très bien payé. non, si, ça va. J'étais à 1800 missions et à peu Ok. près à 2008-3000 en mission. Après, encore une fois, ça dépendait du grade à ce moment-là et des missions que je faisais. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu cette lassitude de tout et je savais qu'en travaillant pour moi, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc toi, quand tu faisais ce taf-là, c'était quoi les choses que tu n'aimais pas en fait dans le fait d'être salarié, d'être militaire? D'être dirigé. Alors que Ouais. c'est l'armée, hein. Ah, t'imagines? Ouais, je le savais. C'était hein. dur, non? Explique, raconte un peu, t'as pas des anecdotes Quand je suis partie faire mes classes, c'est quand tu t'engages, tu fais tes concours et après tu pars faire tes classes. Où là, on te pousse à bout et tout. Et quand je suis partie faire mes classes, je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Tous les jours, on nous disait, vous êtes des grosses merdes, Ah ouais. vous allez pas y arriver. Plus on va me dire ça, et plus j'ai envie de prouver que je suis pas une grosse merde, justement. Et donc tous les jours, on nous rabâchait ça et tout. Et puis même, on nous poussait à bout, mais de fou. Et puis ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis engagée tard. J'avais 25 ans. J'avais des gamins avec moi de 17-18 ans. Ils faisaient que des conneries. Donc dès qu'il y en a un qui avait un truc pas bien sur sa tenue, qui faisait une connerie, on mangeait tous. J'avais envie de les défoncer. Les 2 mois les plus longs de ma vie, vraiment. Mais j'ai tenu et à la fin, du coup, il y a eu la présentation officielle au drapeau. Une grande fierté personnelle parce que je me dis, la Sandy qui est rentrée il y a 2 mois à l'armée et la Sandy qui en ressort maintenant, le mindset, il a évolué de fou. Mental, mindset, tout, vraiment. C'est clair, c'est hyper carré et tout, quoi. Ouais, ça m'a fait trop bien, grandir. ça t'a poussé à te dépasser. Et après, donc, du coup, t'as fait 2 ans, c'est ça, à l'armée? 4 ans. 4 ans à l'armée. Ouais. Ok, et du coup, pourquoi ça te convenait pas? J'avais vraiment envie d'essayer autre chose. Et en fait, j'étais tombée vraiment par hasard sur les réseaux, sur toi, tu vois. Et à ce moment-là, j'étais opérée. Donc, je pouvais pas marcher et tout. J'étais en convalescence. Et je me suis dit, ça, c'est ce qu'il me faut. Peut-être que je vais pas me lasser, du coup. Trop bien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé parce que j'avais fait un complément de salaire avec l'armée. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je parte de l'armée. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon truc. Ok, trop bien. Donc, c'était quand ce jour-là où t'as eu son déclic? C'est parce que t'avais des problèmes de santé? Ouais, j'avais été opérée du pied. J'avais eu une opération qui avait été loupée. Merde. Donc, au lieu que ça se remette en un mois, ça a mis 4 mois, 5 mois à peu près. Ah oui, donc du coup, tu pouvais pas travailler? Pas travailler, pas mettre de chaussures, pas marcher, rééducation pour réapprendre à marcher. Enfin, ça a été très très long, c'était très compliqué pour moi. Et je suis quelqu'un de très actif. Ouais. Donc d'être alité, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Bah du coup, raconte-nous, comment est-ce que du coup, tu as découvert ces métiers-là? Est-ce que tu les connaissais avant ou pas? Est-ce que tu étais un peu au courant de tout ce qui se passe un peu dans le digital et tout, ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, vraiment, comme je t'ai dit, j'étais en train de scroller, je faisais que ça tous les jours. Et puis à un moment, je suis tombée sur une pub de toi, ou je sais plus ce que c'était. Tu avais fait une sorte de face cam. Je me suis dit, elle me parle d'un truc que je connais pas, on va chercher à aller voir ce que c'est, tu vois, je suis très curieuse. Donc je me rappelle, j'avais rempli un formulaire de mémoire, j'avais pris un call et j'étais tombée en call avec, je sais pas, une personne de ton équipe, je pense. Je suis dans la chambre et tout. Et là, je me dis, bon, ok, il y a un investissement financier, mais c'est moi en fait. C'est-à-dire que si je le fais pas, je m'en prendrai qu'à moi parce que la personne que j'ai en face, elle me propose un service, elle me propose une formation. J'ai toutes les bases et les compétences à mettre en place pour le faire. Donc si je me donne pas les moyens, j'y arriverai pas. Donc en fait, je me suis dit, ok, j'investis tant, pas grave. J'avais pas énormément d'argent de côté à ce moment-là en fait. J'ai même pas cherché à comprendre, de me dire, vas-y, si demain j'ai besoin de ça ou autre, pas grave. Je me suis vraiment, j'ai investi ça sur moi et aujourd'hui, zéro regret meuf. Et du coup, donc tu connaissais pas les métiers. Non. Et comment tu t'es dit, oh là là, c'est fait pour moi? Genre, tu créais déjà du contenu un petit peu ou pas du tout? Non, enfin, tu sais, quand je partais en vacances, je mettais une photo ou deux, tu vois, mais rien de ouf. Et en fait, c'est que j'adore voyager depuis toute petite. Ça fait 10 ans que je voyage, j'enchaîne vraiment les pays partout. Et ce que je recherchais aussi dans l'armée, c'était le voyage et la liberté. Mais tu voyageais du coup dans l'armée? Non, parce que les missions que j'avais, on me les refusait parce qu'il y avait besoin de moi sur base, ou alors on me proposait des trucs, ça m'intéressait pas. Enfin voilà, donc au final, l'image que j'avais de l'armée, au final, je la mettais pas en place. Je me suis dit, il faut que je trouve un travail où je peux voyager, faire ce que je veux, etc. Quand du coup, je suis tombée sur ton truc, là, je me suis dit, je peux voyager, je peux travailler avec mon téléphone, je peux être ma propre patronne, je peux faire mes horaires. Ouais, c'est trop beau, quoi. Bah voilà, et au début, bah tiens, tu sais quoi, c'est drôle que tu le dises parce que c'est ce que je me suis dit, c'est un peu trop beau pour être vrai. Ouais, c'est pas possible, quoi. Bah exactement. On ne connaît pas trop ce métier-là, comment c'est possible. De ouf. Et puis la meuf, elle me dit qu'elle gagne je sais pas combien, enfin voilà, donc au final, je me suis dit, bon allez, tu sais quoi, et je suis très curieuse, j'aime bien tester, je me suis dit, je teste. J'ai rien à perdre. Au moins, j'aurais testé, ça me plaît pas, bah ok, bon certes, j'aurais peut-être perdu je sais pas combien d'euros, mais j'aurais essayé, tu vois. Et regarde, ça va faire 2 ans bientôt. Ouais, c'est incroyable. Bon bah du coup, parlons de ton évolution. Donc déjà, est-ce que tu avais un peu des peurs, des croyances limitantes avant de te lancer dans l'accompagnement? Du coup, tu avais peur un peu de que ça soit du coup de l'arnaque et de l'arnaque, etc. Comment tu as fait déjà pour surmonter ces peurs-là? Je me suis dit, si vraiment ça existe et qu'il y en a 10 000 qui le disent, il y a potentiellement sur ces 10 000, 2 000 qui vont dire la vérité. Tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, Sandy, essaye. Moi, je suis quelqu'un, je préfère avoir des remords que des regrets dans ma vie. Trop bon mindset. Ça. Voilà, donc je me suis dit, essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, t'auras essayé.
fait, mais au moins tu resteras pas dans ta prison de l'armée là toute ta vie, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu en as parlé un petit peu à ton entourage que tu te lançais dans ces métiers-là. Est-ce qu'ils t'ont soutenu ou pas? Pas vraiment, non. Du coup, je commence à parler un peu de ça avec ma mère et tous mes parents, mes grands-parents. Rien, je sais rien. Et comment ça, tu as gagné ta vie avec ton téléphone en faisant des vidéos? Mais même encore aujourd'hui, je suis sûre, ma grand-mère, elle regarde la vidéo. C'est clair, ils comprennent pas trop. Donc, c'est lunaire, t'imagines? Ah oui, et puis ma mère qui me disait non, mais Sandy, t'as quand même la sécurité de l'emploi. Tu fais 17 ans à l'armée, t'as la retraite militaire, t'es bien. Enfin voilà, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que mes parents ou même ma famille, ils voyaient de l'extérieur mon métier. Mais quand j'étais à l'armée, j'avais pas envie d'être là-bas. Je le faisais parce qu'il fallait le faire. Enfin, j'étais pas du tout épanouie dans cette vie-là, donc j'aspirais à plus. Et comme je dis, le temps il passe vite, on n'a qu'une vie, il faut faire ce qui nous fait plaisir. Et est-ce que physiquement ça se ressentait ou pas que t'étais mal dans ton travail Non, je suis quelqu'un de solaire. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, je souris tout le temps. Et peut-être dans ton mental, ça se ressentait ou pas? T'avais vu des signes physiques ou par rapport à moi? Ouais, par rapport à ton travail que t'aimais plus. Je stressais. En fait, je fais du bruxisme, tu vois, au niveau de la mâchoire. Ouais. Donc en fait, quand il y a tout qui m'énervait et que je pouvais rien dire parce que t'as le supérieur, en gros, je me gênais pas de lui dire ce que j'avais à lui dire, tu vois. Donc du coup, ça. Ah putain. Tiens, quand les étincelles ils se touchaient, voilà. Donc une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, je pouvais plus me contenir. Ouais, tu vois. Donc du coup, ça partait en embrouille tout le temps et tout, ça me saoulait en fait. Mais encore une fois, je passais outre. Tu vois, genre si j'ai des gens qui venaient me voir, tu vois, j'avais le sourire. Enfin, en gros, tu voyais pas que j'étais énervée comme pas possible, tu vois. Parce que j'arrive toujours à canaliser les choses, mais c'est plus possible. Trop bien. Donc du coup, tu fais ce pas-là, même si tu avais des peurs, enfin voilà, que tu n'avais pas forcément d'entourage qui était entrepreneur et tout. Et donc du coup, comment ça s'est passé pour toi justement cette formation, parce que tu n'as jamais fait d'études en marketing et communication. Comment ça s'est passé pour toi? Le soir, dès que je débauchais, du coup, je me mettais à peu près 1 heure sur la formation et tout. Même toi, tu avais mis des livrables en place, donc des trucs à rendre. Donc du coup, j'essayais de m'arranger pour que tout soit vraiment dans les temps. Et à côté de ça, à l'époque, j'avais mon ex aussi qui me poussait beaucoup par rapport à ça. Il me poussait à faire ce que je voulais faire, à me dire voilà, écoute, si tu penses que c'est un bon truc pour toi, fais-le. Fais-le à fond et tout. Donc, ça t'a fait du bien d'avoir un soutien. Voilà, j'arrivais quand même à trouver le soutien quelque part malgré tout. Et comment tu t'es organisée du coup à côté de ton travail? Par rapport à la formation, toujours tous les soirs. Ouais, à peu près. Bon, il y a des soirs où j'étais fatiguée, j'allais au sport et tout, je rentrais tard, donc pas forcément. Mais si j'allais pas au sport, par exemple, au lieu de faire 1 heure, parce que j'avais loupé 1 heure la veille, je faisais 2 heures, tu vois. Ouais, ok, trop bien. Donc j'arrivais forcément à m'organiser comme ça. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont te dire ouais, mais j'ai pas le temps. Quand on le veut, le temps, on le trouve. Personne n'a le temps, faut juste le trouver. T'as le temps de scroller 1 heure sur tes réseaux sociaux. Oui, tout le monde fait ça. Voilà, au lieu de scroller 1 heure sur mes réseaux, je scrolle 1 heure sur la formation pour que derrière j'ai un gain financier. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est que du kiff. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ces métiers-là? Du coup, est-ce que c'était dur pour toi d'apprendre une compétence que tu n'avais pas forcément au début? Non, tout était bien expliqué dans la formation. Il y avait même les prompts en plus, je me souviens, si vraiment il y avait un besoin. Tous les prompts avec l'IA. Donc non, franchement, si vraiment il me manquait une info, l'IA me redonnait le reste et tout. Il y avait aussi les groupes sur Slack. Donc non, pour le coup, ça a été un bon accompagnement. Je me suis plus retrouvée dans l'UGC que le community management. Ok. Tu vois. Ok, trop bien. Ouais. Donc ça t'a plus parlé, on va dire. Trop bien. Et qu'est-ce que tu as préféré, toi, dans l'accompagnement? J'ai bien aimé tout ce qui était live. Toutes les semaines, il y avait les lives, du coup, pour faire un point par rapport à l'avancement, les ateliers aussi. Je me rappelle les petits ateliers qu'on faisait. Comme je t'ai dit, les prompts avec l'IA, pour le coup, ça a aidé de fou. Si vraiment il y avait un truc. Parce qu'avant, tu savais utiliser déjà l'IA ou pas du tout? Pas du tout. C'est grâce à toi que ChatGPT est devenu mon meilleur pote. Je suis morte. Ouais, vraiment. Non, j'utilisais jamais ChatGPT. Ouais, ton travail, tu l'utilisais pas. Pas du tout. Non, et puis Google, quoi. Tu sais, je cherchais un resto, je demandais à Google. Maintenant, je cherche un resto, je demande à ChatGPT. Limite, mon ChatGPT est devenu mon Google. Non, mais c'est clair. Maintenant, je sais pas en plus maintenant si t'es sur Claude aussi. Oui, j'ai Claude. C'est incroyable. Il est génial, Claude. C'est mon assistant. C'est incroyable. Donc trop bien. Donc du coup, t'as mis 3 mois du coup à te former, etc. Est-ce que du coup, t'as eu des blocages, des fois des petites peurs, tu vois, par exemple sur le fait de te filmer? Je sais qu'il y avait des filles, c'est un petit peu bloquant pour elles. Est-ce que t'as eu des petits blocages et tout? Comment t'as fait pour les surmonter? Non, parce que je faisais des réels sur Insta. Pendant que tu te lançais, du coup, tu documentais ton... En fait, je faisais des réels en mode, je parlais du métier de community manager en mode ma grand-mère qui comprend pas, tu fais quoi ma petite fille dans la vie? Et puis tu sais, je faisais une vidéo, je suis community manager, mamie. Machin. Et en fait, du coup, c'est comme ça que je me mettais à l'aise avec la caméra. Ouais, c'est trop bien ça. Donc je me prenais vraiment pas au sérieux, je postais mes vidéos, les gens rigolaient, je me disais, allez, tu sais quoi, je vais faire ça, tu vois. Et du coup, ça me mettait à l'aise. Puis comme je te dis tout à l'heure, je m'en fous, les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent, j'en ai rien à faire. Ça, c'est bien. Tu sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce mindset-là et qui ont hyper peur du regard des autres, de ce que ta famille vont dire et tout, c'est chaud, quoi. Non, je m'en fous. C'est pas eux qui vont me payer mes factures à la fin du mois. Clairement, mais clairement. Trop bien. Et donc, du coup, après l'accompagnement, tu as trouvé tes premiers clients au bout de combien de temps? Raconte-nous un peu comment tu as fait pour te lancer, après pour trouver tes premiers clients. J'avais fait une première collab, je crois que c'était pas longtemps après avoir fini, c'était en gifting avec Mixa. Oh, incroyable. Ouais, je m'étais dit, en fait, ils avaient postulé un truc, je sais plus sur quel site là que j'avais trouvé, j'avais envoyé une demande de collab, du coup, il m'avait répondu. C'était hilarant parce que du coup, quand ils m'ont envoyé le produit, le script et tout, je me suis dit, waouh, c'est la première là. C'est la
c'est plus les bêtises Et en réel sur Insta. comment tu te sentais justement de recevoir ce premier colis gratuit et tout? Ah ça par contre c'est incroyable. Moi c'était Noël, hein, j'étais trop contente, je me suis dit attends c'était vraiment gratos en fait. Putain, oui. je dis, il y a encore 3-4 mois j'étais en train de dire ouais ça se trouve c'est de la daube et tout, je vais me faire arnaquer et là en fait je reçois mes trucs tu vois. Donc non j'étais toute excitée et tout. Après quand j'ai commencé à filmer la vidéo et tout, je me rappelle encore, je te jure je faisais une première phase, après je disais non j'aime pas. Je recommence, allez, et j'ai dû passer 3-4 heures à faire ma première collab et tout. Bah oui, t'as la pression de bien faire et tout. Et puis c'était pas du tout authentique, tu sais, tu lis un script. Ouais. Donc du coup, comment t'arrives à être naturel? Enfin, en fait, ça se travaille après avec le temps, tu vois. Mais ah ouais, Mixa, ma première collab. Tu t'en souviens quoi? Trop bien. Oui, je m'en rappellerai longtemps. Ouais. Trop bien. Et après, du coup, c'est quoi ta première collab, par exemple, rémunérée que t'as eue? C'était Koji Pads, un truc comme ça. C'était des cotons au curcuma. Ok. On avait payé 130 €, je crois, donc c'était bien. C'était pour une petite vidéo lambda, 30 secondes, tu vois. Et je me rappelle, celle-là, je l'avais fait en Suisse parce que je partais en vacances avec ma mère, du coup. Donc j'avais emmené la truc et tout avec moi. Ouais, trop bien. Bah ouais, comme quoi tu peux bouger un peu. De ouf. Et ouais, du coup, première collab rémunérée, c'était Koji Pads, un truc comme ça, le nom de la collab. Trop bien. Et après, du coup, raconte-nous, c'était quoi un peu ton évolution? Moi, au début, j'étais nichée dans tout ce qui était lifestyle, beauté, bien-être. Comme tout le monde au début. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu commences, t'es contente, t'as du make-up gratuit, c'est ça. gratuit, voilà. Petit à petit, je me suis ouverte dans différents trucs. Donc, des fois, je faisais des collabs avec des restos à Tours. Et en fait, j'étais payée plus cher de la vidéo qu'ils me proposent, enfin, du tournage que j'allais faire chez mes clients que les produits qu'on m'envoyait chez moi. Parce que du coup, ils m'appelaient, ils me disaient, bah voilà, à Tours, il n'y a pas énormément de personnes qui font du GC. Bah non, j'imagine, ouais. Donc, du coup, ils me disaient, bah, qu'est-ce que tu peux nous proposer pour nous donner de la visibilité? Donc, je leur faisais la création de script, je me déplaçais, je faisais les tournages, les montages, machin. Du coup, bah, je peux te dire que je facturais. Donc, du coup, j'ai gagné plus d'argent sur les restos et tout. Donc, au final, j'ai pris goût après. Et petit à petit, avec les voyages, pareil, je faisais beaucoup de collabs en hôtel aussi. Ouais, trop bien. Donc, en Europe, bah, je me faisais rémunérer parce que du coup, je suis dans la phase européenne. Par contre, l'étranger, on évite. Plutôt gifting, mais du coup, c'est trop bien. Et donc, du coup, là, tu as commencé à t'ouvrir les champs des possibles. Et comment tu te sentais, du coup, de faire des collabs comme ça avec des hôtels, des restaurants? Trop bien. Enfin, je vais pas dire que tu voyages gratuitement parce que malgré tout, tu vas payer ton billet d'avion, mais bah, tu as des nuits d'hôtel gratuits, donc c'est de l'argent que tu peux mettre dans d'autres trucs, tu vois. Donc ça, c'était cool. Bah, les restos, pareil, du coup, ils t'invitent à manger, ils te mettent plein de trucs sur la table. Ouais, tu peux ramener chez toi après. Ouais, de ouf. Je peux avoir un doggy bag, s'il vous plaît? c'est ça. Au début, je te jure, hein, quand je faisais mes premières collabs comme ça, je me disais, mais c'est un délire, mais j'aurais dû faire ça bien avant, en fait. Ouais, c'est un rêve. Et même sur les réseaux, les gens ils me disaient, mais Sandy, il faut que tu nous apprennes, en fait. Mais ouais, c'est clair, c'est incroyable. C'est incroyable. Trop bien. Et donc, du coup, c'est à partir de quel moment où tu as démissionné du coup de l'armée et que tu as pu remplacer ton salaire par l'UGC? Quand je suis partie à Bali l'année dernière, il y avait la période de Black Friday et Noël, donc novembre et décembre. Pour les marques, J'avais mis sur mes réseaux que j'avais besoin de couper un peu parce que entre l'armée, l'UGC à côté, c'est vrai, je rentrais de mission, j'avais fait Sentinelle à Paris, à Bordeaux pendant 2 mois, plus de vie, donc du coup j'avais mis sur mes réseaux, là écoutez, j'ai besoin de faire une pause. Psychologiquement, c'était trop, tu vois, j'avais vraiment besoin de partir en vacances, de couper un peu avec tout ça. Et bah du coup j'arrive à Bali et tout, première semaine ça va, chill et tout, deuxième semaine je commence à recevoir des demandes de collab. Mais c'était même pas moi qui prospectais là. C'était des gens qui venaient vers moi ou même sur des applis du GC et tout pour me dire bon, est-ce que tu peux travailler pour cette collaboration, pour le Black Friday? Et en fait je me suis dit waouh, déclic. Et là je me suis dit Sandy, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si là pour le coup l'armée ça fait trop longtemps que ça me fane, que j'ai envie de partir. Si là je pense que c'est le bon moment et puis moi ça me dérange pas de prendre des risques parce que dans la vie on n'a rien sans rien. Ça c'est sûr. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je rentre de la Bali et puis j'annonce à mes chefs que je ne re-signe pas de contrat. Mais ils m'avaient proposé de signer sur 6 ans, j'avais négocié 3 ans. 6 ans, putain. Voilà. Donc au final, même 3 ans, je me suis dit, ouais, non, flemme de continuer, cumul d'activités et machin. Et au vu de mes revenus et tout, je commençais déjà à être bien. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je prends le risque. Et puis de toute façon, si je me sors les doigts du cul, entre guillemets, ben, je vais y arriver, il n'y a pas de raison, tu vois. Par contre, si je dors sur le steak, bah, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va rentrer. C'est ça. Voilà. Parce que du coup, comment tu faisais pour t'organiser, pour faire du coup ton métier de freelance plus à côté avoir l'armée? Parce que là, du coup, le soir, c'était pas 1 heure où tu devais bosser, c'était quand même plus, non? Non, en fait. Comment tu t'organisais? Le midi, au lieu d'aller manger, des fois, j'allais dans ma voiture avec l'ordi. J'étais là en train de bosser. Ou alors, j'allais en salle de pause et tout. Pareil, tu sais, je prenais 1 heure, 1 heure et demie et tout. Enfin, je prenais un truc à manger vite fait et puis je bossais sur mon ordi. Bah, t'as bien raison. Et après, le soir, surtout l'hiver, la galère, quand tu débauches à 16h30, 17h et qu'il commence à faire nuit. Bah, c'est ça, il faut filmer et C'était une galère. Ouais. Alors, du coup, des fois, je m'arrangeais pour partir plus tôt. Ou alors, le midi, je rentrais chez moi. Enfin, la période hivernale, elle était horrible pour le coup. Ouais, c'est dur. L'été, c'était un peu plus simple, mais l'été, c'est pas à ce moment-là où j'avais le plus de collabs parce que je finissais tout juste la formation. Tout qui s'enchaînait et je me suis dit, vas-y, Sandy, t'as qu'une vie. Et au pire, si ça te plaît pas, bah, tu retourneras à l'armée. Je peux retourner à l'armée jusqu'à mes 45 ans. Ah oui. C'est pas du tout le projet. Hein, mais Et tes chefs, ils l'ont pris comment quand tu es partie? Tu leur as dit le métier d'ailleurs, ils connaissent ou pas? Je pense pas. Bah, en fait, j'avais mes colonels qui me voyaient énormément sur les réseaux. Mais non. Ouais. Faut savoir qu'à l'armée, on n'a pas le droit de cumul d'activité. Ouais, normalement, c'est ça. Ouais, donc du coup, j'ai essayé de faire des trucs discrets. Sauf que tous mes comptes étaient en public et que, en fait, mon algorithme, il me développait de ouf, tu vois. Et donc, j'avais des collègues, tu sais, sur TikTok, tu vois les passages sur ton compte. Ah ouais. Là, je vais les collègues aller faire la fouine, voir mon compte TikTok.
Après, du coup, j'avais mon chef qui me disait Sandy, je suis au courant, je sais ce que tu fais, mais fais attention parce que si ça ça va, il est machin. quand même sympa et tout. C'était un amour, lui, pour le il aurait coup. pu Lui, pour le coup, ouais. te Après, je dénoncer. mettais pas que j'étais rémunérée, je mettais rien, tu vois. Bah donc, oui, il n'y a c'est rien vrai, en qui vrai. justifiait, tu Oui, vois. c'est vrai, en Ok, j'ai vrai. une activité, mais je peux le faire gratuitement. Bah ouais. Donc en fait, j'étais un peu maligne dans ce sens-là. Du coup, ouais, il me poussait et tout. Et un jour, je suis partie voir donc, le colonel et je lui ai dit, écoutez, mon colonel, j'ai dit là, ça y est, je pars, j'arrête. Il me dit, mais t'es sûr? Je dis, oui, oui. Il me dit, non, mais moi, j'aimerais que tu partes et tout, tu vois. Genre, parce que lui et moi, même s'il y en a quelques-uns, je pouvais pas me les voir, lui, on était comme ça, tu vois. Et du coup, je suis partie un mois après mon retour de Bali, 3 semaines, un mois. J'avais toutes mes vacances après à poser. Il m'a envoyé un message peut-être 5-6 mois après. Il m'a dit, je vois grave ton évolution, je te suis sur les réseaux et tout. Il me dit, franchement, ça me fait trop plaisir. Putain, c'est trop bien. Alors que le mec, il est gradé là-haut, quoi, tu vois. Moi, à côté, j'étais rien, tu vois. Mais au final, c'était vraiment une bonne personne. Trop bien. Et donc, du coup, quand tu as fait ce premier voyage à Bali, est-ce que ça t'a fait prendre aussi peut-être des déclics sur l'endroit où tu as envie d'habiter? Raconte-nous un peu. Ça a été un déclic suite à plusieurs choses qui venaient de m'arriver. Je venais de me séparer, je venais de prendre ma maison. Ah, donc du coup, tu t'es séparée après être partie à Bali? C'était mes premiers voyages en solo après ma séparation. Okay. Là, pour le coup, il y avait ma sœur avec moi, mais avant ça, j'étais déjà partie. Enfin bref, du coup, en fait, Bali, ça a été premier voyage avec ma sœur, déjà. Je venais de me séparer, c'était très compliqué dans ma vie. Il y avait la voie professionnelle qui était de plus en plus en train de me cogiter, à vendre de la maison parce que j'étais propriétaire avec mon ex. Ah ouais, donc vraiment, t'avais coché un peu toutes les cases. En fait, je me suis dit, quitte à recommencer ta vie amoureuse, recommence tout à zéro. Pro, perso, tout. Parce que c'était sérieux du coup avec ce mec? J'étais mariée, on s'était mariés religieusement. Ah, t'étais mariée religieusement? On allait se marier civilement. Ah ouais. Et 6 mois avant le mariage, j'ai eu pas mal de petits déclics qui ont fait que je me suis rendu compte que t'as beau aimer une personne, mais quand il y a des différences de culture, de religion et autres, tu sais qu'à un moment donné, ça va bloquer. Et je me suis dit, ça sert à rien qu'on aille sur un mariage, alors que je sais que dans 1 an, 2 ans, il y a plein de trucs qui ont bloqué. C'est soit lui, il fait abstraction à sa religion, ou soit moi, je m'adapte. Et non, en fait, j'en ai marre de m'adapter aux gens, j'ai aussi envie qu'on s'adapte à moi, donc voilà. Attends, je l'ai aimé cet homme, mais voilà. Et donc, du coup, je suis partie à Bali. T'es resté longtemps avec lui, du coup? 3 ans et demi, ouais. Ok, donc là, gros déclic, quoi. La meuf, elle a tout... elle a tout remis en cause. Je me suis dit, il faut que tu fasses de toi ta priorité. Ça, c'est très dur, très dur. Ça, ouais, c'est super difficile. Donc, du coup, t'as vendu ta maison, t'as quitté ton ex, tu t'es mariée. J'ai fait l'inverse, j'ai quitté mon ex, j'ai vendu la maison. Oui, c'est ça, parce que sinon, il n'aurait pas compris, mec. Et t'as démissionné. Et là, du coup, c'était quoi ton mindset? Genre, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, ok Sandy, t'as 28 ans, tu recommences tout à zéro, il n'y a pas d'âge. Du coup, départ à Bali. Pourquoi Bali, du coup? Parce que moi, je suis une amoureuse de la Thaïlande. Ouais. Je suis une amoureuse de la Thaïlande et cette période-là, en Thaïlande, c'était pas foufou la météo, tu vois. Pluie et tout. Voilà, et ma soeur me dit, vas-y, on va à Bali, apparemment, c'est similaire à la Thaïlande. Bon, ok, on va à Bali, tu vois. Ouais. J'arrive à Bali et tout, je rencontre plein de gens, je sors et là je me dis waouh, la Sandy qui est en train de vivre la pire période de sa vie actuelle, elle est en train de revenir, tu vois, genre, de ses cendres, le soleil arrive, je retrouve mon sourire. Bali, c'est là où j'ai pris conscience de plein de choses et que je me suis dit en fait le temps passe vite. J'ai quand même 28 ans, je me suis jamais retrouvée seule parce que j'ai toujours été en couple, parce que même avant mon ex, du coup, j'avais eu des longues relations. Et là, c'est la première fois de ma vie où je suis seule à l'autre bout du monde, même si ma petite sœur, elle dépendait énormément de moi. Et en fait, je me suis dit c'est ça la vie que je veux. Je veux être libre. Je veux dépendre de personne. Je veux pouvoir travailler pour moi. Voilà. Et c'est parti comme ça. Trop bien. Et donc, du coup, comment est-ce que tu as, donc, avant de partir, du coup, déménager à Bali, est-ce que tu avais déjà des contrats long terme que tu as ramené du coup à Bali? Comment tu t'organises du coup du fait d'être à Bali? Non, j'avais à l'époque un client en community management, parce que du coup j'avais quand même testé. Lui, il me payait 850-900 euros par mois en fonction de ce qu'on faisait, donc du coup ça allait. Avant de partir à Bali, j'avais eu des collabs aussi qui étaient rentrés, donc j'avais eu quand même un peu d'argent, parce que du coup j'avais aussi, quand je suis partie de l'armée, pas mal d'argent avec mes salaires, etc., que j'ai mis de côté et les missions. Trop bien. Donc du coup ça m'a Parce que tu as eu un espèce de chômage, enfin c'était quoi? Non, mais ça m'a permis d'avoir, tu sais, je t'ai dit, je rentrais de Sentinelle, donc quand j'ai fait Sentinelle, t'es décalé au niveau des salaires, t'es payé 1 mois, 2 mois après, donc en fait l'argent de la mission, elle est donc ça t'a permis d'avoir une sécurité, on va dire. Voilà, donc il y avait ça, plus community management. Après, quand je suis rentrée de Bali, j'ai eu un autre contrat en community management, du coup, donc j'en avais 2. Et petit à petit, il y a les collabs qui se sont rajoutés, tu vois. Donc, financièrement, c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. Trop bien. Et donc, du coup, c'est quoi ton meilleur mois en termes de chiffre d'affaires? 4003. Incroyable. Ouais. Et j'ai fait 4003 entre la période de Black Friday et Noël, du coup, de l'année dernière. Ok. J'avais jamais gagné autant d'argent. Bah ouais. Avec ton salaire en plus? Non, oui, que j'avais eu après, du coup. T'imagines? Mais juste en UGC, 4003. Incroyable. Donc, Et du coup, t'as réalisé, ça t'a fait quoi quand t'as gagné 4003? En fait, comme tu t'en rends pas spécialement compte comme ça, parce que du coup, t'es payé collab par collab. Oui, c'est vrai. Pas un montant qui tombe. Et en fait, c'est quand j'ai fait ma déclaration URSSAF, j'ai dit putain, j'ai gagné tout ça. Voilà, tu vois l'URSSAF qui prend un peu, et tu te dis, j'ai quand même gagné 4003, quoi. C'est incroyable. Tu te dis, mais à l'armée, j'aurais bossé je sais pas combien d'heures pour avoir 4003, tu vois, même en mission, ça remplit pas ça.
Donc non, franchement, j'étais super contente. En fait, ça a confirmé mon choix de partir, tu vois, parce que j'avais déjà pris la décision de partir à l'armée, donc je me suis dit, bah écoute, voilà. Juste ce qui m'a fait bizarre, c'est que le mois de janvier, il avait été un peu plus calme du coup. Mais j'ai relancé les collabs. Bah, dans l'entrepreneuriat, il y a des phases comme ça où ça va, des moments, ça va être plus calme, d'autres, ça va être intense. C'est jamais tout. Ouais, c'est génial. Exactement. Trop bien. Qu'est-ce que j'avais une question. Donc du coup, est-ce qu'il y avait tu t'étais fixé un certain objectif de chiffre d'affaires à atteindre avant de démissionner ou pas? Non, je savais pas spécialement. Tu vivais déjà, tu pouvais déjà remplacer ton salaire ou pas quand t'as démissionné? Non. Non. Non, parce que du coup, j'étais en complément de salaire, ça me faisait à peu près 1000 à 1400 euros par mois. Donc déjà, pour un c'est complément énorme, de salaire, c'est ce que j'allais dire, c'était bien. Parce que sur 1008 que je faisais à l'armée, à la limite, c'est presque ma paye, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc ça te faisait 3000? Ouais, ne passais pas au-dessus de mon salaire. Ouais. Mais en fait, quand je faisais mon complément de salaire, c'est de l'argent que je mettais de côté. Ah bah oui, ouais. Tu vois, parce qu'au final, bon après, il y a des mois où vraiment j'étais dans le découvert de ouf, donc je prenais. Mais quand je dépensais pas trop et que j'arrivais à gérer mes finances, c'est de l'argent du coup que je pouvais placer. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, quand je suis partie de l'armée, oui, j'ai pris les risques d'avoir zéro. Mais j'avais quand même un petit peu d'argent de côté, tu vois. Oui, et tu savais que ce métier-là marchait déjà pour toi. Ouais. Et est-ce que du coup, ça t'a permis aussi, ce métier de l'UGC, d'économiser sur des produits de beauté, sur des activités? J'ai eu plein de collabs avec Luxéol. Ouais. Et Luxéol, c'est une marque déjà avant l'UGC avec que j'utilisais pour mes cheveux et tout. Donc là, pour le coup, j'ai eu pas mal de collabs avec eux. Donc j'ai testé plein de produits et tout. Et même des produits que j'aurais pas acheté de moi-même. Donc pour le coup, Luxéol, ça a été une bonne marque avec qui j'ai collaboré. Et après, les restos aussi. J'ai testé des restos que j'aurais jamais fait de moi-même. Bah ouais. Donc non, pour le coup, même des hôtels, tu vois, genre j'ai fait des cabanes perchées, j'ai fait des trucs insolites. J'ai fait plein de petits trucs de moi-même, j'aurais pas fait. Oui, t'aurais pas fait, mais du coup, c'est cool. Ça pimente un peu. Enfin, ça met des petites paillettes dans ta vie, quoi. C'est plein de trucs en plus. Tu dis, ah, je l'ai fait, je l'ai testé. Ouais, non, c'est trop bien. Et c'est quoi ta collaboration préférée? Vraiment une collaboration qui t'a marqué, une petite anecdote, je sais pas, que tu pourrais nous dire. Moi, j'aime bien les collabs avec HelloFresh. C'est complètement con. Hein. Moi aussi, j'avais trop aimé. Mais ouais, parce que tu reçois à bouffer gratuitement, tu testes des trucs. Non, HelloFresh, ça reste. J'ai eu 2 mois de collab avec eux. Trop bien. Et ils m'envoyaient une box toutes les 2 semaines. Donc pour le coup, ça c'était cool. Et puis du coup, j'ai testé plein de trucs et tout. T'as fait des petites recettes et tout. Ouais, non, franchement, HelloFresh, pour moi, ça reste de la nourriture. Donc ça de faire les courses. Hein. Non, en plus, c'est super bon, c'est super frais, donc ça, c'est génial, trop bien. Et aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien du coup à Bali? Tu te lèves à quelle heure? Comment tu fais du coup pour faire des collabs même à l'étranger? Je m'organise, j'essaye de me lever vers 9h, 10h max, parce que du coup avec le décalage horaire, je travaille un peu plus tard. Le matin, je prends un petit déj, je me fais livrer mon petit avocado toast, voilà. Moi je suis pas team matcha, il y en a plein. Et après, je vais faire ma session de sport 1h, 2h. Je reviens, je prends ma petite douche, je recommande à manger et là, je commence à bosser vers 14-15h parce qu'avec l'heure française, c'est là où il y a plus de monde. Tu es un peu décalé. Voilà. Et si vraiment c'est un jour off et que j'ai pas de sport, ça va être création de contenu, je vais en studio de podcast, etc. Voilà. Après, pour tout ce qui est collab et autres, je fais des prospections après, donc j'envoie mes petits DM. Et en fait, ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien prospecter le matin parce que quand les entreprises elles ouvrent, elles checkent leur mail. Et en fait, avec le décalage horaire, le fait d'envoyer mes mails à 15h, je trouve que c'est super bien. Bah ouais. C'est bien foutu dans ce sens-là. Et puis après, je gère mon temps. Les collabs arrivent petit à petit ici, pour ceux qui acceptent de m'envoyer à Bali. Tu fais des collabs uniquement pour des trucs dans la tech ou du coup tu n'as pas besoin de recevoir? Je priorise plus que les colis parce que par rapport aux marques, il y a des fois, c'est pas forcément intéressant pour eux d'envoyer des colis ici par rapport au coût et au temps. Voilà. Donc si c'est des trucs, par exemple des applications de rencontres, des applications sur le téléphone, ou des trucs où j'ai pas besoin de produits, là c'est plus simple pour moi parce que du coup la marque ça lui change rien que je sois à Bali ou en France. Et pour toi, donc t'as pas vu une diminution de chiffre d'affaires le fait de t'expatrier à Bali? Non, parce qu'après j'ai d'autres projets là que je suis en train de lancer, donc là pour le coup ça compense, mais par rapport au collab, non, parce que même sans ça, j'avais signé juste avant de partir à Bali un contrat UGC de 6 mois avec un truc d'application de rencontre. Ouais, ça c'est génial. Et donc eux, toutes les 2 semaines, on fait du contenu. Ça me rémunère aussi comme ça et ils me payent bien. Donc, ouais. Du coup, c'est quoi ton avis par rapport au fait de trouver des clients plutôt dans la tech, dans l'UGC, VS, comme tout le monde au début veut se lancer dans les trucs de skincare, etc., de beauté? Il y a plus de place. Il y a plus de place dans la tech parce que du coup, comme tout le monde veut se lancer dans tout ce qui est beauté, bien-être et tout, voilà, en fait, du coup, il y a énormément de demandes. Et du coup, la tech, les gens, naturellement, ils vont pas forcément penser à ça dès le début. Et ça, c'est vraiment un truc qui est accessible de partout. De partout. Que t'ailles en Grèce, en Thaïlande, un truc. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment des collabs que tu peux vraiment gérer d'où tu veux et ça permet aussi de rentrer de l'argent, que tu sois à Bali, en Thaïlande, en Crète, voilà. Quoi. Et donc, du coup, c'est quoi un petit peu là tes objectifs? Est-ce que c'est de continuer à voyager ou c'est de te poser un peu à Bali? J'aimerais bien faire un expat l'année prochaine, soit à Bali ou la Thaïlande, mais je pense que ça va plus être Bali parce que ici, pour le digital nomade, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Par rapport à mes projets aussi, je pense qu'on va rester sur Bali. Je vais quand même aller en Thaïlande en début d'année. Ouais, parce que t'adores la Thaïlande? Je suis une amoureuse de la Thaïlande. Et du coup, tu fais quoi ton temps libre un peu à Bali? J'ai rencontré plein de gens.
je me suis fait une copine, on est comme ça. Ouais, trop bien. Elle est comme moi, donc vraiment on passe beaucoup de temps ensemble, on fait du shopping, on va dans les coworking des fois faire des contenus pour elle ou pour moi, enfin voilà, on trouve toujours des petits trucs à faire, on s'occupe, mais le temps passe beaucoup trop vite. Ouais, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, tu vis où là, à Bali? Enfin, t'as une villa? Ouais, j'ai une petite villa en coloc bien. à Canggu, donc là j'y suis bien. Et là je cherche une autre villa mi-août parce que du coup j'ai des travaux chez moi. Et du coup, est-ce que tu regrettes d'avoir quitté ta maison à Tours pour une villa à Bali? Pas du tout. Franchement, je conseille à tout le monde de prendre des risques dans la vie parce qu'on n'a rien sans rien, encore une fois, et que le fait d'avoir pris ces risques-là sans savoir ce qu'il allait m'arriver à Bali ou ce qu'il allait se passer, voilà, en fait, encore une fois, je me suis sorti les doigts. Aujourd'hui, j'ai cette vie-là et je me vois pas rentrer en France là, comme ça, tout de suite maintenant. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que t'aimais pas justement en France, dans peut-être la mentalité? J'aime pas les gens aigris. Les gens qui font la gueule, qui se plaignent tout le temps. Tu sais, ils sont là, ils te disent « Ah, t'as trop de chance d'avoir cette vie. Hein. » Alors frérot, je me suis pas levée un matin en claquant des doigts, voilà, en me disant « Ah, je vais toucher 5000 boules par mois, je vais faire ça. » Non, c'est pas tombé du ciel comme ça, donc la chance, je me la suis procurée moi-même, hein, elle est pas venue. Donc tu vois, genre tous ces trucs-là, ça me saoule en fait. Puis même les gens, ils sont là, ouais, j'ai pas de thune, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas. Enfin, en fait, tu vois, genre, ils ont toujours des excuses. J'avais de la thune quand j'ai commencé, moi. Quand j'ai financé ta formation, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais quasiment rien de côté, j'ai quasiment tout investi sur moi, mais j'ai pris le risque et voilà, tu vois. Enfin, il y a trop de gens qui se plaignent et ça m'énerve. Alors qu'ici, t'as pas ça. Bah, c'est un autre mindset, quoi. Les gens, t'imagines, ils sont expatriés, ils sont loin de leur famille, loin de leur pays, ils font du job en ligne, donc forcément qu'ils ont fait le travail, tu vois. C'est le pays du sourire, ce que j'allais dire. Ah mais t'as vu les Indonésiens, ils ont tout le temps le smile, même il y en a, ils gagnent tellement moins que nous en France, etc. Et ils sont hyper heureux, enfin c'est vraiment un autre monde. Ils sont toujours là pour te soutenir, t'aider, t'as besoin, ils sont présents, enfin, alors qu'ils ont rien en fait. Ils ont rien, et nous on a tout et on est là aigris, là, se plaindre, faire la gueule pour rien. C'est ça. Et est-ce que ton niveau de stress, il a diminué depuis que tu es à Bali? Est-ce que tu vois un changement de mindset et tout? Oh oui. Alors le mindset, j'ai toujours le même parce que moi j'ai vraiment un mindset qui est complètement poussé des ailes. Mais par contre pour le stress, largement, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que c'est le train de vie actuel? Moi je pense que c'est le train de vie. Enfin t'imagines, on prend pas les transports en commun, enfin il fait pas gris. Un Grab, en 2 secondes il est là, il t'emmène. Ouais c'est ça, tout est pas cher, tu regardes pas les prix, c'est trop bien quoi. Non, je pense que tout ça c'est un tout. Je suis pas en France, je suis à Bali, à l'autre bout du monde, j'ai rencontré des gens géniaux, j'ai mon business, mes collabs, tout dépend de moi. Ouais c'est ça, tout dépend de toi. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes justement qui sont un peu aigries, qui se plaignent de leur vie mais qui font rien pour changer, qui ont envie de se lancer mais qui font pas? Je pourrais leur dire que vous pouvez continuer à vous plaindre encore comme ça toute votre vie. C'est pas en vous plaignant que ça va changer les choses en fait. Sortez de votre zone de confort. C'est pas en restant dans votre fucking zone de confort là que vous allez changer votre vie. Vous allez toujours envier la vie des gens et vous allez être là à vous dire putain mais elle a de la chance, elle a fait ci, elle a fait ça, son truc c'est de la merde, son truc c'est une arnaque. Enfin voilà, parce que c'est des haineux les gens. Les gens ils ont que la boca en fait. Je suis désolée mais moi les trucs comme ça m'énerve en fait parce que dans mon entourage j'en entends énormément. Quand je rentre en France c'est mais j'ai pas d'argent. Ouais mais j'ai envie de faire ton truc mais je peux pas. Enfin mais tu peux pas. Enfin tu te donnes pas les moyens d'y arriver non plus donc. Donc voilà. Ça m'énerve. Ouais, c'est hyper. Quand on veut, on peut. Et comme je dis, le positif attire le positif. Ça, c'est ça. C'est trop bien, ce mindset. Et c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui n'a pas un bon mindset? Comment toi, t'as fait pour avoir un bon mindset, tu vois? C'est l'armée, c'est ta personnalité de base, t'as travaillé? Je pense que c'est ma personnalité de base. Et il faut savoir que mon papa a eu un handicap très grave il y a quelques années et que je me suis rendu compte que du jour au lendemain, il y a tout qui pouvait s'arrêter. Mon père, il avait une belle vie, il marchait, il avait vraiment tout pour lui. Hein, et du jour au lendemain, il a une maladie qui s'est réveillée et il s'est retrouvé en fauteuil roulant, tu vois. Donc déjà ça, et j'étais jeune, ça a énormément travaillé ma façon de voir les choses. Les gens qui se plaignent pour un oui ou pour un non, c'est voilà, plus possible. Et après, l'armée, l'armée m'a mis en condition mentale aussi, tu vois, donc ça m'a un peu poussée dans mes extrêmes. Et en fait, encore une fois, le temps passe trop vite. Si t'es là à attendre, à te dire ouais, mais je le ferai dans 2-3 ans parce que c'est pas le bon moment, mais en fait, tu passeras toujours ton temps à attendre. Le bon moment, il n'existe pas en fait, tu vois. Donc si toi, inconsciemment, tu te sors pas et tu te pousses pas, tu feras rien du tout. Et est-ce que tu regrettes ou pas de pas t'être lancée plus tôt? Ouais, j'aurais pu me lancer plus tôt, ouais. Je me suis lancée tard quand même, genre 30 ans. Bah non, parce qu'au final, tu t'es lancée à quoi, à 27 28. Ouais, mais je me dis, j'ai toujours recherché ce truc-là, travailler pour moi. Mais à ce moment-là, j'avais peut-être pas forcément encore la tête, tu vois, pour passer le cap. Il a fallu que je me fasse opérer du pied pour passer, avoir ces putains de déclics. Mais tu sais, souvent, c'est les trucs de santé en fait. Un déclic de dire putain, mais je peux mourir en fait. De ouf. La vie, c'est court. Ouais, il peut m'arriver une dinguerie, il peut m'arriver tout ça. Tout ce que je fais aujourd'hui, le train de vie que j'ai actuellement, il peut s'arrêter. Et là, tu te dis, merde, en fait, je vais faire quoi? Donc non, oui, j'aurais pu le faire bien avant. C'est un truc... Après, j'ai pas de regrets parce que je l'ai fait et qu'il y en a qui le feront jamais, tu vois. Mais c'est clair. Mais moi, je l'ai fait, peut-être un peu trop tard, mais je l'ai fait. Voilà. Vaut mieux tard que jamais. Hein. Non, c'est clair. C'est ça. Et du coup, tes parents, ils pensent quoi maintenant de ta nouvelle vie? C'est très compliqué parce que ma mère est très proche de ses enfants. J'ai mon papa qui est handicapé aussi maintenant. Mon père, il s'en fiche un peu. Comme mon père, il dit on n'a qu'une vie, profitez, faites ce que vous avez à faire.
faut savoir que ma soeur et moi, on est que toutes les deux. Mais ma mère, elle a un peu plus de mal à nous laisser partir, nous dire ouais, je vais plus voir mes enfants. Tu sais, elle est très possessive. Ouais. Et c'est compliqué parce que en fait, je peux pas lui dire je vais rentrer telle date ou autre, j'en sais rien en fait. Je trouve que je vais rentrer en 6 mois. Donc non, ma mère, elle le vit pas spécialement bien, mais après, elle sait que c'est aussi pour mon avenir. Ouais. Et du coup, quand ils voient ton évolution comme ça, assez rapide aussi, ils en pensent quoi? Ils sont choqués? Ils sont contents, mais je pense qu'ils réalisent pas parce qu'ils comprennent pas mon taf en fait. Donc encore une fois, on en revient à ça, c'est que pour eux, gagner de l'argent à distance depuis un téléphone, c'est pas possible. Je suis pas dans un cadre où j'ai un patron au-dessus de moi, je peux pas gagner d'argent, tu vois. Enfin, ils comprennent rien à ma vie. Hein. Ouais, mais genre quand tu leur montres que aujourd'hui tu es oui, indépendante, ils doivent être. Ils le voient, enfin, l'argent tombe pas du ciel quoi. Je peux pas me permettre de m'offrir une villa, un train de vie à Bali. Je pense qu'ils sont vraiment dans le déni, ils s'en rendent pas compte. Ils savent que je suis bien, que j'ai de l'argent qui rentre. Ils comprennent pas tellement, mais bon, ils sont quand même fiers de toi quoi. Oui, bien sûr, je pense, encore une fois. Je pense qu'ils verraient que je ferais n'importe quoi ou j'irais dans la mauvaise décision, ils seraient là, même si j'ai bientôt 30 ans, ils me diraient Sandy, ce que tu es en train de faire là, réfléchis quand même, tu vois. Enfin, il y a quand même il y a tout un enjeu derrière. Donc du coup, toi aujourd'hui, tu dirais quoi à une fille qui hésite un peu à se lancer par rapport à ces métiers-là de community manager et IGC? Est-ce que tu vois vraiment une opportunité pour ces métiers-là ou pas? Il y a énormément de marques aujourd'hui qui ont besoin de visibilité sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de marques qui n'avaient pas testé l'UGC et qui voient aussi que ça fonctionne bien. Ouais. La marque aujourd'hui, elle n'est pas connue, elle peut facilement gagner des abonnés et même des nouveaux clients par le biais de l'UGC. Le community management, c'est pareil, il y a plein de gens en fait, ils sont tellement dans leur business focus que la visibilité des réseaux sociaux, c'est pas du tout leur priorité. Donc il y a quand même beaucoup de demandes. Pour le coup, pour moi, ça c'est des métiers d'avenir, tout ce qui est marketing digital, etc. Et quoi qu'il arrive, même si dans quelques années ça commence à être un peu bouché, quoi qu'il arrive avec l'IA et tout ce qui va venir, il y aura toujours des opportunités en lien avec ces métiers-là qui vont arriver. C'est juste qu'il faut se mettre à jour petit à petit et avoir les bonnes connaissances et les bonnes compétences, tout simplement. C'est ça. Et comment est-ce que tu vois, toi, qu'il y a de plus en plus de marques qui recherchent, etc. Est-ce que tu le vois que tu es encore de plus en plus démarché? Il y a beaucoup de demandes et puis même je vois sur les plateformes du GC et autres qu'il y a des campagnes qui restent longtemps. Il y a des campagnes, elles vont chercher plusieurs créateurs et d'habitude c'est des campagnes, je sais pas, en 2-3 jours elles sont fermées. Des fois sur une semaine voire plus, tu vois encore les campagnes ouvertes. Donc il y a ça et puis les demandes, les sollicitations aussi. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de refouler des clients en community management parce que déjà d'une j'avais pas assez de temps et que c'est vraiment quelque chose que je mets en seconde phase par rapport à l'UGC. Mais je sais qu'il y a des gens, ils sont focus dans le community management, ils cherchent des clients, etc. Et ils n'arrivent pas forcément à trouver. Donc il faut vraiment se lancer et avoir confiance en soi. Et puis après, ça se fait tout seul. Et pour toi, c'est quoi le succès de ta réussite sur Est-ce que tu prospectes beaucoup aujourd'hui? Est-ce que c'est beaucoup les marques qui viennent à toi? Non, maintenant, au début, je prospectais énormément. Moi, j'avais vraiment ma routine quotidienne de prospection, de relance. C'est ce que je vous disais. Moi, je vous conseille au début, vous n'êtes pas visible. C'est exactement ça, il faut se faire connaître et autres. Et puis en fait, après, quand tu fidélises tes clients aussi, ça c'est super important dans le domaine de l'UGC. Quand le client est satisfait, tu le fidélises, donc tu retravailles avec les mêmes clients régulièrement. Petit à petit, il va avoir des clients qui te connaissent par le biais de tes réseaux sociaux, les plateformes du GC. C'est vrai que pour te faire connaître, il faut quand même que tu prospectes. Est-ce que tu avais des peurs justement par rapport aussi à la prospection au début? Comment ça s'est passé pour toi la prospection Ça a été compliqué au début, la prospection. J'avais pas forcément de retour. Je pense que j'étais mal organisée aussi dans ma phase de prospection, parce que quand tu as les bonnes méthodes, après ça y va, c'est plus fluide. Mais au début, c'est pas simple. Et si tu t'écoutes et que tu écoutes ta base de motivation, t'arrêtes. Voilà. Mais si tu continues, tu persévères, ça finit toujours par payer. Faut pas lâcher. Et du coup, tu as vu des résultats au bout de combien de temps que tu as commencé à prospecter? Je sais plus exactement, mais j'ai fait 3 mois de formation. J'avais eu du gifting déjà avec Mixa, peut-être un mois après. J'avais une marque de maillot de bain l'été. Après ma marque de coton là, au curcuma, j'avais une marque de maillot de bain et qui j'avais fait 3 vidéos UGC. C'était des maillots de bain menstruels. Donc j'avais eu eux, petit à petit en fait je travaillais avec Yuji, les plateformes du GC. J'avais des retours sur Yuji, j'avais mes campagnes avec You, je sais pas si tu connais, une plateforme du GC aussi où je postulais beaucoup sur ces trucs-là. Et en fait ça démarrait comme ça, plus les DM Insta, les mails et tout. Je dirais peut-être aller 3 mois et demi pour avoir vraiment des bons retours de prospection, quoi. Mais après j'avais quand même des petites collabs qui rentraient quand même. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, faut arrêter d'écouter les gens, faut faire ce qui vous fait plaisir, faut vraiment vivre pour soi et faire de soi sa priorité. Et voilà, comme tu as dit, il faut se sortir les doigts parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie. C'est ça. Donc vous pouvez envier la vie des gens, vous pouvez vous dire un jour ma vie elle changera, mais si vous ne passez jamais à l'action, vous n'aurez jamais rien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 3 ans, quoi? D'oser, de foncer. Franchement, tout ce que je fais maintenant, je pense qu'il y a 3 ans, je ne l'aurais jamais fait. 3 ans, 4 ans. Et qu'il a fallu une séparation, une annulation de mariage, tout, en fait, une vente de maison pour avoir le déclic et de se dire one life, une vie, tu vois. One life de ouf. Ouais, non, trop stylé. Bah écoute, hyper inspirant. Merci beaucoup pour d'avoir partagé ton histoire. Je pense que j'espère que ça va vous inspirer à vous aussi réaliser vos rêves et mener à bien vos projets et se dire que voilà, t'étais à Tours, t'étais militaire. Aujourd'hui, t'es à Bali.
Tu es une entrepreneuse à succès, donc franchement, c'est que le début. C'est ça. Donc voilà, je vous mets ses réseaux sociaux pour que vous puissiez aller la voir et voir tous ses voyages aussi. Parce que son feed, il est trop joli. Et puis, je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous! Ciao!